Bonsoir et bienvenue au Porteur d'eau, le balado sportif où on n'a pas peur de se mouiller. Mathieu, c'est quoi notre plan de match aujourd'hui? Alors, cette semaine, on a eu la chance d'avoir Donald Beauchamp en studio avec nous. Sinon, le titre d'assoiffé de la semaine revient à Tommy Fury, ce qui devrait rendre jaloux Dan Schneider qu'on a décidé d'envoyer aux douches. Ouais, il mérite de se faire envoyer aux douches à chaque semaine, lui. On complète ça avec notre podium à 4 places qui accueille aujourd'hui le top 4 des pires propriétaires de l'histoire du sport. On commence ça. Allez hop, cascade. Cette semaine, Tommy Fury est notre assoiffé. Il devait vraiment avoir soif, il a dû prendre pas mal de prime. Dimanche, il a battu Jake Paul par décision partagée des juges. C'était la première fois que Paul affrontait un vrai boxeur et sans surprise, il a perdu. Merci, Tommy Fury. Il commençait tellement à être temps, honnêtement. Là, on a des colporteurs qui arrêtaient pas de nous parler d'à quel point Jake Paul allait être dominant. Moi, j'étais plus capable. Je pense qu'ils vont finalement s'être calmés à soir dans le Discord quand on va y retourner. Ouais, petite parenthèse, si vous êtes nouveau porteur d'eau, rejoignez notre Discord. C'est le meilleur endroit pour qu'on jase. On débat, on se partage des mimes. C'est vraiment amusant. Je parlerai de notre Discord à tous les jours, mais là, on va retourner à notre assoiffé de la semaine, Tommy Fury. On entendait déjà parler de possibilités de contrat ou de combat professionnel pour Jake Paul. J'espère que ça a clarifié sa situation, puis Tommy Fury a mis fin à ça. Oui, parce que Jake Paul, il parlait comment il allait prendre d'assaut le monde de la boxe, qu'il allait devenir le prochain champion du monde. Mais il n'avait jamais battu un vrai boxeur. Il avait battu Ann Henson Gibb, un YouTuber, Nate Robinson, un ancien joueur de la NBA, Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva. Oui, des anciens combattants, mais c'était des gars de arts martiaux mixtes. C'était pas des anciens boxeurs. Là, il a enfin été dans le ring avec quelqu'un qui fait de la boxe depuis des années. Il s'est apparu et l'a perdu. Mais c'est ça. Oui, Tommy Fury, c'est un vrai boxeur, mais en même temps, faut pas se tromper, c'est pas Tyson Fury En non plus, là. Les boxeurs que Tommy Fury avait affrontés dans sa carrière ont une fiche cumulée de 24 victoires, 176 défaites et 5 égalités. C'est pas exactement impressionnant, C'est pas particulièrement impressionnant. mais il non. y a un de ses adversaires qui était particulièrement impressionnant, et je parle bien de Yevgenis Andreev, qui a une belle fiche de 10 victoires, 113 défaites et 3 égalités. Bon, lui, peut-être que Jake Paul serait capable de le battre parce que ça, vraiment, en jargon de la boxe, c'est un jambon. là. C'est quelqu'un que tu affrontes en début de carrière pour avoir une victoire facile. Je pense que je donnerais Jake Paul, oui, il pourrait battre Andrevis, mais pour le reste, là, il va devoir travailler vraiment fort. Je sais pas si Jake Paul va vraiment être capable de se faire une carrière à long terme dans la boxe. Mais pour Tommy Fury, en tout cas, on verra bien ce qui va arriver avec lui dans le futur. On va suivre ça, là. On va suivre ça, on verra s'il était juste en furie pour un court moment. On n'avait pas le choix d'envoyer Dan Snyder, le propriétaire des Commanders de Washington, aux douches. De base. Ça fait plusieurs mois qu'il doit vendre l'équipe, mais il bloque des acheteurs potentiels, dont Jeff Bezos. Puis là, les autres propriétaires de la NFL sont pas contents, sont tannés de lui. Ils veulent se rencontrer pour le sortir. Ben écoute, si jamais il perd sa job, ce que je lui souhaite, il y a juste un petit coup de téléphone à faire à notre grand ami Jake Paul pour peut-être organiser un combat. D'après moi, il tombe parfaitement dans les âges que Jake recherche. Oui, parce que Jake Paul, non seulement il avait jamais battu un vrai boxeur, à part le YouTuber, là, il avait jamais battu quelqu'un de moins de 35 ans. Puis, hey, ça pognerait-tu un combat Jake Paul Dan Snyder? Le nombre de gens qui paieraient le pay-per-view pour voir ces deux gars-là se donner des coups de poing d'en face. Ben oui, mais je pense qu'en ce moment, je peux parler pour tout le monde en disant qu'on espère tous que Dan se fasse sortir au plus vite de la Plus ligue. vite. Imagine ne pas avoir assez de standards moraux pour la NFL. La barre est assez basse. La barre est extrêmement basse. On s'entend, la NFL, c'est pas le standard moral de la société. Là, qu'on peut penser à Colin Kaepernick, qui est même pas capable de se trouver une job parce qu'il a protesté pendant l'hymne national. Les suspensions minimales qu'ils ont imposées à des joueurs qui battaient leurs femmes. Quand tu te fais haïr à ce point-là par la NFL, t'es problématique. Mais oui, notre Dan est rendu à récolter les mauvaises conduites comme des cartes de hockey. Que ce soit des accusations d'inconduite sexuelle avec un S, je tiens à le spécifier, Oui. d'intimidation des membres de son organisation, des décisions monétaires possiblement frauduleuses, on va pas s'aventurer tant que c'est pas réglé. Hey, on n'est pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Son refus de changer d'un nom d'équipe raciste, je pense que vous comprenez le personnage sans que j'aie à continuer. Puis en plus, Dan Snyder, il se comporte comme une espèce de gangster. Là. Tu te rappelles, il y a quelques mois, il avait fait une sortie, puis il disait qu'il y avait des informations compromettantes sur Roger Goodell, sur les autres propriétaires de la NFL. Il était littéralement en train de les blackmail. Désolé pour l'anglicisme, là, mais il se prend pour un homme qui est intouchable. Il n'y a rien qui crie l'innocence autant que de commencer à vouloir amener tout le monde avec nous quand on tombe. C'est le signe d'un grand leader.
Donc, aux douches, Dan Snyder, s'il te plaît, les partisans des Commanders méritent mieux. Ils ont déjà pris un pas dans la bonne direction la semaine passée en libérant Carson Wentz. C'est à ton tour, Dan. Puis justement, la saga de Dan Snyder nous a inspiré pour notre podium à 4 places de la semaine, les pires propriétaires de l'histoire du sport. Mathieu, veux-tu partir le bal? On commence ça avec notre 4e place et je parle bien de Charles Wang. Wang était le propriétaire des Islanders de New York de 2001 à 2016, donc pas dans leurs meilleures années, probablement leurs pires. Probablement les pires de l'histoire de la franchise, oui. Mais il était surtout reconnu aussi pour donner des contrats un petit peu dégueulasses à leurs joueurs. Donc, ils ont notamment donné le contrat à Rick DiPietro de 15 ans et 67,5 millions de Ils dollars. sont encore en train de payer aujourd'hui. Et Alexei Yashin de 10 ans, 87,5 millions de dollars. Et ces deux joueurs-là ont vraiment pas beaucoup joué de saison, donc c'est de l'argent garoché par les fenêtres. On adore ça. T'aurais été mieux de le garocher par la fenêtre, probablement. Il y a des gens qui auraient utilisé cet argent-là. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est des trucs qu'on voyait, nous. Mais derrière, dans les coulisses, il était aussi pire. Il a notamment pensé à mettre un sumo devant les buts. Je sais pas à quel point c'est si pire, ça. Parce que en théorie, ça a du sens mettre un sumo devant le filet. Il prend toute la place, personne ne va le bouger. Mais j'avoue que ça sonne fou, mais ça pourrait marcher. Je vois pas comment, en fait, ça pourrait ne pas fonctionner si, physiquement, ton joueur prend toute la place devant le filet. Il est pas obligé de bouger. Honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait être exploité là-dedans. Charles Wang était-il un visionnaire? Parce que l'autre décision qu'il a prise aussi était quand même douteuse. C'était celle de renvoyer son DG après seulement 40 jours d'embauche. Oui, Rick Smith. Exactement, pour le remplacer par nul autre que son gardien remplaçant. Garth Snow. Ça, c'est vraiment une drôle de décision. Parle-moi de monter rapidement une échelle, passant de gardien remplaçant à directeur général des Highlanders. C'est comme si Peter Boudaille avait remplacé Marc Bergevin en 2013. Ça aurait été beau à voir dans les médias montréalais. Mais écoute, qui sait, peut-être que lui n'aurait pas échangé Piquet Souban. Je suis certain que Rick Smith, quand il avait été appelé dans le bureau de Charles Wang pour annoncer qu'il se faisait renvoyer, il pensait que c'était une blague. Ça devait être quelque chose à la Michael Scott, un faux congédiement. Pourquoi tu renverrais quelqu'un 40 jours après l'avoir embauché? À moins qu'il ait fait quelque chose d'absolument dégoûtant. Oui, OK. Petit bémol, dans ce cas-là, ça aurait été correct. En 3e place, on a un nom qui est familier chez les partisans montréalais. Jeffrey Loria. Excusez, j'ai un peu vomi dans ma bouche. C'est devenu le propriétaire des Expos au début des années 2000 et il n'avait jamais vraiment l'intention de garder l'équipe à Montréal. Loria exigeait beaucoup de financement public pour construire un nouveau stade, mais il n'a jamais voulu mettre de l'argent de sa propre poche. Ça, on adore ça, un milliardaire qui veut pas dépenser son argent, mais qui veut que les contribuables payent. Il n'y a rien qui m'énerve plus dans la vie qu'un propriétaire de sport qui est avare, qui aime pas dépenser de l'argent. Pourquoi t'achètes l'équipe? Exactement. Tu fais pas ça par envie, tu fais ça vraiment pour faire de l'argent. C'est ça qui est plate, je pense. Ça vient tuer un peu... C'est ça. Puis comme on sait, Loria il a finalement vendu les Expos quelques années plus tard. On comprend pas vraiment pourquoi, mais la MLB lui a donné le droit d'acheter une autre équipe, les Marlins de Miami. Comme on le sait, les Expos ont déménagé en 2004. Et Loria à Miami, ça s'est pas vraiment mieux passé qu'à Montréal. Encore une fois, il a mis beaucoup de pression sur le gouvernement de la Floride pour qu'il investisse dans un nouveau stade. Puis lui, il mettait pas une scène. C'est surprenant, il a pas changé après sa deuxième équipe. Oh non, qui aurait pu voir ça venir? Qui s'attendait à ça? Mais écoute, parlant de personnes qui ont pas changé, notre 2e place, personne, je pense, s'attendait à le voir sur une liste de mauvais propriétaires d'équipes sportives, mais je parle bien de Donald Trump. Un habitué des mauvaises listes, par contre. Honnêtement, oui, mais pas sportive. Non. Donc, c'est pas tout le monde qui sait, mais Donald Trump a toujours rêvé d'avoir une équipe de la NFL. Il a notamment essayé d'acheter les Bills, les Patriots, les Colts et les Cowboys, mais il a jamais réussi. Mais en 1983, il a réussi à presque réaliser son rêve en faisant l'acquisition des Generals de l'Oklahoma, une équipe de la United States Football League, donc la USFL. Et lui, il était pas content que la ligue se donne au printemps. Il y avait une petite crotte sur le cœur. Lui, il se disait, le football, c'est fait pour être joué l'automne. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de convaincre les autres propriétaires de bouger la saison régulière en automne, donc en même temps que la NFL. Et là, il était tout surpris de réaliser que il faisait plus d'argent parce qu'on dirait que la TV allait mieux ça faire diffuser les parties de la NFL que de la USFL. Qui l'eût cru? Donc là, quand ils ont vu leurs revenus décliner, ils se sont dit on va poursuivre la NFL parce qu'ils ont un monopole. Et là, heureusement, ils ont gagné la modique somme de 3$. Et donc, ils n'ont pas fait d'argent avec la poursuite et ont donc dû fermer la ligue. Ben oui, c'est ça, à cause de tous les frais d'avocat. Donc, Donald Trump a tellement un gros ego. La NFL n'a pas voulu le laisser acheter une équipe.
Il y en a coulé une autre à la place. Mais je pense qu'il a prouvé à la NFL qu'ils ont fait le meilleure Ça, c'est décision clair. de leur vie. Hey, mais faut-tu avoir un gros ego pour ça? Mais écoute, au moins il a changé hein, aujourd'hui. Tout le monde le sait que la NFL a acheté les dimanches en automne. Pourquoi tu t'essaierais d'attaquer ça? Mais écoute, peut-être que dans sa tête à lui, il allait prouver à la NFL qu'il aurait dû le laisser acheter une équipe. Mais non, il leur a prouvé qu'il avait raison. Oui, parce qu'en plus, la USFL allait vraiment bien avant Trump. Il jouait le printemps, il y avait déjà des vedettes comme Steve Young, Reggie White, Jim Kelly. Lui, tout jeté ça à terre. Ben écoute, on a la XFL maintenant, on verra ce que ça donnera. Exactement. En première place, il fallait qu'on parle de Ronnie Brunswick. C'est un ancien rebelle et trafiquant de drogue recherché par Interpol qui s'adonne aussi à être le vice-président du Suriname. Déjà là, chic type, un très beau CV. Mais Brunswick, c'est aussi le propriétaire d'un club de soccer, le Inter Moengo Tapoe, qui joue d'ailleurs dans un stade qui porte son nom, le Brunswick Stadium. J'adore ça quand les gens ils mettent leur propre nom dans un stade. Ça me rappelle Staline. Je sais pas pourquoi tu ferais ça autre que ton ego. Généralement, ça arrive quand les gens sont morts, mais il y en a justement qui ont tellement des gros égos qu'ils le font de leur vivant. Puis c'est quoi le problème dans tout ça? C'est que Brunswick a la fâcheuse habitude de jouer pour son équipe malgré ses 62 ans. Non, mais je sais pas si tu savais, mais apparemment au soccer, le meilleur moment pour jouer dans ta carrière, c'est quand tu as 60 ans, donc il est parfait. Ah, c'est bien connu. Messi, ça s'en vient. Là. Dans à peu près 30 ans, il va être dans la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, exactement. Donc, sans grande surprise, Brunswick est un vraiment mauvais joueur de soccer. Par exemple, le 21 septembre 2021, il a joué dans la Ligue des champions de la CONCACAF contre le CD Olympia. Son équipe a perdu 6-0 Surprenant. et il a même été filmé après le match en train de payer l'adversaire. Mais pourquoi tu paierais l'adversaire dans une défaite? Le but, c'est pas de gagner, c'était pour payer. Ça n'a aucun sens. Le pire dans tout ça, c'est qu'évidemment, la CONCACAF a fait une investigation et ils ont suspendu Brunswick et son équipe pendant 3 ans. 3 ans? Mais est-ce que de toute façon, il allait vraiment gagner un jour? Je le sais pas. Ben, probablement pas, mais ça me fait rire parce que la Ligue des champions de la CONCACAF, le CF Montréal joue dans ça des fois. Imagine si au stade olympique, en plein hiver, il y avait Ronnie Brunswick qui venait jouer contre le CF. J'adorerais François Legault qui fait des passes à Samuel Piette pour le but. J'adorerais voir ça. En fait, tu me donnes juste envie. Mais c'est ça, parce qu'en plus, dans le sport, il y a des propriétaires qu'on dit qu'ils se mêlent trop dans leur équipe. On va dire Jerry Jones ou Joey Saputo. Mais jamais il aurait mis le pied sur le terrain, là, ces gars-là. C'est juste un manque de vision, ça, je pense. Ils ont beaucoup à apprendre de M. Brunswick. J'aimerais tellement voir Jerry Jones, porteur de ballon pour les Cowboys. Peut-être c'est ce qui leur manque pour gagner le Super Bowl. Donc, je pense que c'était tout pour notre top 4 des pays propriétaires de l'histoire du sport. J'espère qu'on n'en a pas manqué. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, les colporteurs, dites-nous-le. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou à en discuter sur notre Discord. Ça nous fait toujours un plaisir de vous lire. Notre prochain invité a travaillé pendant 25 ans dans le département des communications du Canadien de Montréal. On est très content de recevoir en studio avec nous M. Donald Beauchamp. Comment allez-vous? Ça va bien, Olivier et Mathieu. Super. Donc, c'est une tradition chez les porteurs d'eau. On commence chaque entrevue en demandant à notre invité sa saveur de Gatorade préférée. Parce qu'on sait tous qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse à cette question-là. Ce serait quoi la vôtre? Le rouge. Le rouge classique. Bonne réponse. Ça, c'est une excellente réponse. C'est la première fois qu'on a un invité qui partage ma saveur de Gatorade. Ça me fait plaisir à entendre. Alors, les joueurs de hockey sont reconnus comme étant d'excellents joueurs de tour. On se demandait, est-ce qu'il y en a un qui vous marque encore à ce jour? On avait un entraîneur adjoint quand j'étais avec le Canadien, quand je suis arrivé à mes débuts en 1993 avec l'organisation. C'était Jacques Laperrière qui avait déjà joué dans la Ligue nationale. Puis c'était un entraîneur adjoint depuis toujours. Je pense que ça faisait 15 ans qu'il faisait ça. Et puis, c'était incroyable. Il n'y avait pas une journée où il ne jouait pas un tour à quelqu'un dans le vestiaire. C'était n'importe quoi. Même en tant qu'entraîneur. Là. Absolument. De la vaseline d'un patin de Patrick Roy, à l'époque, à ce moment. C'était incroyable. Puis un pince sans rire, puis tu le voyais jamais venir et tout. Ça c'est le meilleur exemple qui me vient à l'esprit. Oui. Ben, c'est bon parce que ça détend l'atmosphère dans le vestiaire. J'imagine surtout quand ça vient d'un entraîneur. Ah oui, c'est parce que quand tu te fais jouer un tour comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir une réplique. Fait que là, ça part. Ça devient un cycle et c'est très drôle des fois. Vous en avez côtoyé des centaines, des joueurs dans votre carrière. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui était vraiment agréable, comique, quoi que ce soit, puis qu'on voyait peut-être moins ça dans le public? En termes de sympathique, ben, je vais en mentionner un parce que c'était déjà mon ami avant même qu'il se joigne au Canadien. C'était Joey Junot. Ah oui. Okay? Et Joey Junot était venu avec l'équipe olympique du Canada quand j'étais avec Hockey Canada. Et, il était francophone. J'étais à Calgary. Fait que, il était évidemment célibataire. On était jeunes les deux. Il a vécu dans mon sous-sol pendant l'année qu'il a joué avec l'équipe olympique du Canada à Calgary. Quand il est arrivé avec le Canadien, il a signé pour 3 ans. Il avait déjà
je pense qu'il avait 32 ans ou 33 ans déjà. Et puis, quand il a signé son contrat, d'abord, il m'a beaucoup... J'avais eu un rôle à jouer là-dedans. Là. C'était André Savard qui était l'entraîneur, le directeur gérant plutôt. Et là, Joey m'avait dit, OK, Donald, il dit, j'ai signé mon contrat, je suis content, on va aller fêter ça. Il dit, tu restes où? Parce qu'il avait besoin d'une maison. Je lui expliquais que je venais d'acheter une maison avec ma femme sur papier, dans tel quartier à Montréal, tout le kit. Là, il regarde ça, il dit, OK. Il dit, ça m'intéresse. Il a acheté celle à côté de la mienne. Collé. Wow. Sur, Parlons d'une relation qu'on désire, par exemple, oui, c'est le fun. oui, et pendant 3 ans, après chaque match à domicile, même quand on venait de la route, on revenait ensemble à la maison, puis on allait finir ça avec une bière dans sa mezzanine en haut, dans la mienne à côté, puis on s'assurait de ne pas réveiller nos femmes et nos enfants. Vu votre grande expérience dans le monde des communications, des relations publiques, on a le goût de jouer à un petit jeu avec nous. Donc, on a demandé aux colporteurs sur notre Discord de nous faire parvenir des incidents dans le monde du sport qui ont enflammé les réseaux sociaux et on veut savoir comment un professionnel comme vous réagirait. Exemple très fictif, le Canadien échange le chouchou du public, Piquet Subban, au Prédateur de Nashville. Vous étiez peut-être en poste à ce moment-là. Moi, j'étais en poste. J'étais en poste et Marc Bergevin était venu me voir la veille de l'échange. Ouais, hein? Il était rentré dans mon bureau, on était à Brossard au complexe d'entraînement et il a fermé la porte. Il dit, Donald, il dit, j'ai un échange sur la table. Il dit, Subban contre Shea Weber. Ouf. Et là, il me demandait pas si j'étais d'accord ou pas. C'était pas ça ma job. Et là, il me regarde, il me dit, je reparle à David Poyle, qui est le directeur gérant de Nashville, et il dit, je dois y revenir demain. Il dit, comment tu vois ça de ta perspective, de ton travail? Ben, j'ai dit, ça va être toute une bombe, mais j'ai dit, explique-moi pourquoi tu fais cet échange-là. Je veux le savoir. Je voulais l'entendre, OK, comme gars de communication. Il m'a tout expliqué son raisonnement. J'ai dit, ce que tu viens de me dire, là, ça fait plein de sens. D'abord, la réaction va être complètement irrationnelle parce que les fans sont en amour avec lui. J'ai pleuré, personnellement, j'ai pleuré. Je me rappelle encore, j'étais où au moment où j'ai appris l'échange? OK. Par contre, on allait chercher un joueur extraordinaire. Exactement. J'ai dit, il m'a tout expliqué. Et puis, c'était simple, je vais vous le raconter. Il dit, écoute, Donald, c'est pas compliqué. Il dit, Subban, il reste 6 ans son contrat à 9 millions par année. Il dit, tandis que Weber, il dit, moi, je pense que pour les 5 prochaines années, même si Weber est plus fort et plus vieux que Piquet Subban, je pense que pour les 5 prochaines années, on a plus de chances de gagner la Coupe Stanley avec Shea Weber dans notre alignement qu'avec Piquet Subban. C'est pour ça que j'ai fait l'échange. Ben, c'est exactement comme ça que tu vas l'expliquer, parce que c'est la vérité. C'est ce que tu penses. C'est pour ça que tu l'as fait. J'ai dit, par contre, tu vas avoir des réactions complètement irrationnelles des gens. Fait qu'il va falloir qu'on vive avec ça. Mais il a gagné son pari au final, hein? Oui, mais ça a pris du temps avant que les gens l'acceptent. Mais je me dis, ça doit pas être arrivé souvent qu'un directeur général vienne vous voir avant qu'une transaction soit conclue pour gager votre réaction. Là. Désolé pour l'anglicisme. Ben, je vais vous conter une autre anecdote. Bob Gainey, Ouais. qui aimait bien ça s'exprimer en français, même si c'est un anglophone, il était venu me voir, il était rentré dans mon bureau un moment donné, puis il dit Donald, je dois te parler. Là, c'était à l'époque. Il dit je viens de conclure un échange. On va avoir Alex Kovalev. Bon, là, il m'explique c'était quoi l'échange. Il dit maintenant, j'ai fait mon travail. Il dit là, l'annonce et les communications, c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que Bob Gainey travaillait. Moi, ma job est faite. Ouais. Maintenant, c'est toi. Comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Dis-moi quoi faire. Alors, on a un autre scénario complètement hypothétique. Admettons qu'un joueur qui pourrait s'appeler Antonio Brown décide de quitter la partie en plein milieu en enlevant son chandail et ses épaulettes et on ne le revoit plus. Il part d'un gradin. Premièrement, tu quittes ton siège sur la passerelle de presse, tu descends en bas, puis vite, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, et tu prends acte de la situation, qu'est-ce qui se passe et tout. Évidemment, tu dois arriver avec comment je peux dire ça, là? Une réponse à la raison, justifier le fait qu'il ne finira pas le match, et après le match, tu dois, vu que c'est un cas quand même unique, qui n'est jamais arrivé et qui capte toute l'attention, bref, une bombe médiatique. Ouais. Donc, tu dois t'assurer que le vestiaire doit être ouvert aux joueurs au maximum 5 minutes après le match. Donc, il faut absolument que les joueurs, tu débriefes un petit peu, surtout tes vétérans, mais tu n'as pas le temps de t'adresser à toute l'équipe. Mais surtout, ton coach, ton entraîneur-chef qui va parler aux médias 20 minutes plus tard, là, il faut arriver avec quelque chose, expliquer qu'est-ce qu'on veut dire le soir même. Ouais. C'est super intéressant. Honnêtement, je vous entendrai parler pendant des heures et des heures. Mais c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Beauchamp, d'avoir été avec nous. On sait qu'on n'est pas toujours facile à endurer, mais ça fait partie de la vie d'un porteur d'eau. C'est déjà tout, malheureusement, pour l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Porteurs d'eau. Et Mathieu,
on a un invité très spécial. Ben oui, cette semaine, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est très cher pour moi. Et je parle bien de l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Travis Moen. Et juste avoir le sourire dans ta face, là, je sais à quel point t'as hâte. Donc, si vous avez des questions à poser à notre cher Travis, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut nous trouver, Olivier? Discord, Reddit, ça c'est les canaux des colporteurs. Sinon, Twitter, Instagram, TikTok, il y a tous nos segments, nos vidéos. C'est super intéressant. On a hâte de vous lire. On se revoit la semaine prochaine.